Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, l'onde de choc de l'étude sur les OGM. Jean-Marc Ayrault annonce que la France est prête à demander leur interdiction en Europe. Les autorités sanitaires ont été saisies. Vous vous souvenez de cette histoire? Ça date de 2012, et comme vous le voyez, ça a fait pas mal de bruit. Celui qui est à l'origine de tout ça, c'est lui, là, Gilles-Éric Serralini. C'est lui qui a dirigé cette fameuse étude, et c'est lui qui, avec un simple article, est venu contredire des milliers d'autres études sur les OGM. Alors évidemment, on ne pouvait pas conclure la partie risque sur la santé sans avoir abordé l'affaire Serralini. Déjà parce que ça a fait énormément parler, mais aussi parce que cette affaire est extrêmement représentative de tout le débat qui tourne autour des OGM. D'un côté, on a une toute petite étude qui dit que consommer des OGM c'est dangereux, et de l'autre, on a toutes les grosses agences d'évaluation officielles qui débarquent pour dire qu'en fait non, c'est n'importe quoi. Donc du coup, je pense qu'on a toutes les bonnes raisons d'aller creuser un peu le sujet. Commençons par le commencement. L'article à l'origine de toute cette histoire est publié le 19 septembre 2012 par la revue Food and Chemical Toxicology. Le lendemain, sur la base de cette étude, le Nouvel Observateur titre « Oui, les OGM sont des poisons ». Une semaine après, un film sort, et 3 jours après, un livre sort. Donc, énorme coup de com'. Et nous, ce qu'on va retenir de tout ça, c'est ça, et ça, puis ça. Vous en conviendrez, c'est un peu léger. Donc entrons dans le vif du sujet et essayons de voir comment a été faite cette étude et ce qu'elle nous apprend. Alors tout d'abord, le protocole expérimental. L'étude était basée sur 10 groupes de 20 rats, avec 10 rats de chaque sexe dans chaque groupe. 3 groupes étaient soumis à un régime alimentaire avec des doses de maïs transgénique NK603 de 11%, 22% et 33%. 3 autres groupes suivaient le même régime alimentaire, avec en plus un peu de Roundup en accompagnement. 3 autres groupes étaient alimentés normalement, mais avec pour boisson du jus de Roundup à 3 doses différentes. Et enfin, un groupe témoin a été nourri avec une variété de maïs non transgénique qui n'a subi aucun traitement à l'herbicide. A noter aussi que l'étude était randomisée et réalisée en aveugle, c'est-à-dire que les rats ont été distribués au hasard dans les différents groupes, et que les techniciens du laboratoire ne connaissaient ni le but de l'expérience, ni la nature exacte des régimes qu'ils dosaient. Tout ça, ça a duré 2 ans, et tous les 3 mois, des tests sanguins et des analyses d'urine étaient réalisés sur chacun des rats. 2 ans plus tard, les principaux résultats sont les suivants. Comme vous pouvez le voir ici, tous les groupes traités ont développé davantage de pathologies que le groupe contrôle. Ouais, comme ça, c'est un peu plus clair. Donc les chiffres qu'on voit là, c'est le nombre de rats qui ont développé des pathologies en fonction des régimes qu'ils ont suivis. Donc par exemple, sur les 10 rats mâles qui ont été nourris avec des doses de 33% d'OGM, 6 ont développé des problèmes de foie, alors que pour les 10 rats mâles du groupe contrôle, c'est le cas pour seulement 2 d'entre eux. En fait, tous les chiffres en rouge, c'est quand les pathologies sont plus nombreuses dans le groupe traité que dans le groupe contrôle. Et c'est pas tout. Parallèlement à ces pathologies, les groupes traités ont aussi connu une mortalité plus importante. Et pas qu'un peu. Quand on regarde les statistiques, on voit que quand 20% des femelles et 30% des mâles sont morts prématurément dans le groupe témoin, 50% des mâles et 70% des femelles sont morts prématurément dans les groupes nourris avec l'OGM. Donc, pour récapituler, les rats qui ont suivi le traitement ont développé davantage de graves pathologies et ils sont morts plus rapidement. Après, à côté de ça, il y a aussi d'autres résultats intéressants. Déjà, on voit que les OGM semblent avoir un effet à long terme à côté duquel on peut passer si on s'en tient à la durée légale des tests, c'est-à-dire 3 mois. Parce que oui, ici, les décès prématurés et les pathologies sont apparus bien après le 3e mois. L'étude montre également qu'il semble y avoir un effet OGM seul. Dans les groupes qui ont été nourris avec seulement des OGM, la mortalité et les pathologies sont aussi supérieures à celles du groupe témoin. Donc on pourrait en tirer la conclusion que ça ne serait pas uniquement l'herbicide contenu dans l'OGM qui est source de toxicité, mais également la modification génétique en elle-même. Enfin, on remarque aussi que le taux de mortalité n'est pas vraiment proportionnel à la dose d'OGM et d'herbicide. La gravité des symptômes observés n'augmente pas à mesure que la dose d'OGM augmente. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des résultats assez inattendus. Comme par exemple ici,
on voit bien que les mâles qui étaient nourris avec des doses maximales ont vécu plus longtemps que les mâles qui étaient nourris avec la dose minimale. Et ils ont même vécu plus longtemps que les rongeurs du groupe témoin. Enfin bref, les résultats semblent assez clairs. Oui, les OGM sont des poisons. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Dans les 48 heures qui ont suivi la publication de l'étude, de nombreux experts en toxicologie, biologie ou biotechnologie sont intervenus pour faire part de leur scepticisme. Et du coup, comme on ne savait plus trop qui croire, le gouvernement a saisi 2 de ces organismes publics pour rendre un avis définitif sur cette étude. Le Haut Conseil des biotechnologies, ou le HCB, et l'ANSES, l'Agence d'évaluation sanitaire française. On leur a donné 3 semaines pour estimer si oui ou non on pouvait se fier aux résultats de Seralini. 3 semaines plus tard, leurs rapports sont rendus publics. La santé encore, en bref, sachez que le Haut Conseil des biotechnologies et l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation réfutent chacun de leur côté la fameuse étude sur la toxicité des OGM. On en avait parlé ici même. Elles estiment notamment que le dispositif expérimental était inadapté. Pour les 2 organismes publics français, l'étude du professeur Seralini n'est donc pas fiable et elle ne remet pas en cause l'innocuité du maïs NK603. Coup dur pour Seralini, d'autant plus que le même avis est rendu par les 2 agences allemandes en charge de la sécurité alimentaire, par l'Agence sanitaire des Pays-Bas et du Danemark, par le Conseil de biosécurité de Belgique, par l'Institut national de santé d'Italie, par l'EFSA et même par l'Académie de médecine russe. En fait, pour faire simple, dans le monde, aucune agence, conseil, institut, académie ou quoi que ce soit d'institutionnel n'est venu défendre les résultats de Seralini. Alors c'est quoi le problème ? Pourquoi tous s'accordent pour rejeter les conclusions de l'article ? Eh bien, plusieurs critiques ont été faites. Certaines portent sur la souche de rat choisie qui est particulièrement sujette à développer des tumeurs, et ce d'autant plus que l'étude est réalisée sur une longue période. D'autres critiques portent sur la présentation parcellaire des résultats ou sur leur interprétation beaucoup trop spéculative. Mais la critique ultime pour invalider cette étude, celle qui est partagée par tout le monde, même par le professeur Seralini, c'est le trop faible nombre de rats par échantillon et la trop faible puissance statistique qui en résulte. Et ça, vous l'avez peut-être remarqué quand je vous ai présenté le protocole expérimental. Chaque groupe était constitué de 20 rats, et dans chaque groupe, il y avait 10 rats de chaque sexe. 10 rats, ça fait pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Et surtout pour le groupe contrôle. Ça veut dire que seulement 10 rats ont servi de référence de manière systématique pour être comparés aux groupes expérimentaux. Le truc, c'est que les chances que ces 10 rats tirés au hasard soient représentatifs de l'ensemble des rats sont extrêmement faibles, ou en tout cas bien trop faibles pour qu'on puisse en tirer des résultats fiables. Il se peut très bien que le hasard ait fait que le groupe contrôle soit composé de rats en moyenne un peu plus résistants. Et je dis bien en moyenne parce qu'en fait ça se joue à 2 ou 3 rats. Par exemple, si on refaisait le tirage, mais que cette fois-ci 3 des rats qui ont une santé en béton ne se retrouvent plus dans le groupe contrôle, eh ben les résultats que je vous avais présentés tout à l'heure ne seront plus du tout les mêmes. En fait, on aurait même probablement des résultats qui montreraient l'inverse. Donc c'est pour ça qu'avec cette étude, il est impossible de conclure à un effet statistiquement significatif du maïs NK603 et du Roundup sur l'alimentation des rats. Bah oui, on va quand même les laisser se défendre. Alors qu'est-ce que Seralini et ses soutiens répondent à la critique du manque de significativité des résultats? Deuxième argument, l'effectif. On ne peut pas conclure parce que des groupes de 10 rats, c'est pas suffisant. Ah bon? Mais où étaient ces scientifiques qui montent au créneau aujourd'hui pour critiquer le fait que Seralini a pris des groupes de 10 rats alors que les études de Monsanto qui ont conduit aux autorisations des OGM, l'étude de Seralini n'a pas pour but d'autoriser, elle a pour but de démontrer un éventuel effet dangereux pour la santé. Les autres études qui, elles, avaient pour but d'autoriser n'ont jamais été faites sur des groupes supérieurs à 10 rats. 10 rats, c'est le maximum qu'ils ont fait. Et même pour la pomme de terre transgénique en flora qui a été autorisée à la culture commerciale en Europe, c'est des groupes de 5 rats. Et pour le maïs MIR 162 qui vient d'être autorisé, ce sont des groupes de 6 rats. Et bien là, il n'y a pas de problème, mais 10 rats, ça ne va pas. C'est-à-dire que 5 rats, c'est suffisant quand on ne voit rien, mais 10 rats, ce n'est pas suffisant quand on voit quelque chose. Alors qu'en science, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire parce qu'on ne démontre jamais par l'absence, on démontre par la présence, mais pas par l'absence.
L'argument de la défense, c'est donc de dire « Ok, DIRA c'est pas beaucoup, et c'est pas très fiable. Mais les autres ils font pas mieux, donc ça va. » Sauf que non. On ne peut pas justifier ces mauvaises pratiques par les mauvaises pratiques des autres. C'est pas parce que certains font mal leurs études que ça nous autorise à faire de même. D'autant plus quand on critique constamment ces mauvaises pratiques. La science, c'est pas ça. Enfin bref. Tout le monde le reconnaît, Seralini compris, le trop faible nombre de rats dans le groupe témoin ne permet pas d'avoir des résultats statistiquement significatifs. Et c'est pour ça que Seralini a appelé à faire une contre-expertise, à refaire la même étude mais avec des groupes de 40 ou 50 rats, histoire de connaître vraiment l'impact de cet OGM sur le long terme. L'ANSES a fait les mêmes recommandations et ils ont également insisté sur les lacunes importantes dans l'évaluation des effets à long terme des OGM. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, toujours aucune nouvelle de cette contre-expertise, et le maïs NK603 est toujours cultivé et consommé massivement aux États-Unis. Donc espérons que ces résultats étaient vraiment le fruit d'un mauvais hasard.